Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bienvenue les amis dans ce 4e vlog spécial jardin. Jardin de survie, jardin de survivaliste. On tend à aller vers l'autonomie alimentaire de plus en plus. Quel est le programme pour aujourd'hui? Alors plein de trucs, il y a toujours plein de travail à faire au jardin. Mais là dans un premier temps, je vais construire un nouveau bac, une nouvelle zone de culture par ici parce qu'il me semble que c'est un des endroits qui est bien exposé. Nouvelle zone de culture juste ici. Et ce que j'ai fait hier, parce que hier j'ai arrêté la vidéo, je vous ai montré que ce que j'ai fait le matin, mais après l'après-midi j'ai continué de bosser. C'est que j'ai coupé du bois, j'ai fait des planches, j'ai démonté des vieilles cagettes pour justement faire encore des nouveaux bacs exactement comme ici. Donc voilà ce que j'ai fait hier et que j'ai pas filmé. Hier j'ai été plutôt dans le bois, j'ai fait des nouveaux bacs. Donc là je vais mettre un nouveau bac ici et voilà, c'est parti, générique. Alors j'ai eu quelques petites questions dans les vlogs précédents qui me demandaient à quoi sert exactement la paille. J'ai tenté d'y répondre, mais en gros c'est pour garder l'humidité sur le sol et aussi créer une sorte de microclimat. En dessous la paille en fait, la terre va être beaucoup plus vivante, beaucoup plus riche. Et ce que je voulais vous montrer là maintenant, c'est exactement ça, regardez. Vous voyez ici j'ai un arbre qui est en train de pousser. Là je suis en train d'installer le bac et je me posais la question, est-ce que ça va pas déranger l'arbre, je veux pas le déraciner et tout. Et ici regardez, j'ai exactement un autre exemple d'un arbre qui est en train de bourgeonner là, on peut voir. Je me faisais la réflexion, je me disais, mais voilà, vous avez la réponse ici. Regardez, dans la nature, les arbres ou les plantes sauvages poussent à travers l'herbe, vous voyez. L'herbe est là, je dois dégager l'herbe et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la terre en dessous où la graine a été plantée naturellement et finalement la tige a réussi à sortir vers la lumière en traversant le tapis de feuilles, le tapis d'herbe. Qui est marrant, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention ici. Il n'y a eu aucune intervention humaine, je parle. Il y a eu la pluie, il y a eu la neige, il y a eu le soleil. C'est de manière naturelle que cette graine a poussé. Et c'est exactement ce qu'on cherche à reproduire avec la paille ou les feuilles. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir que pendant des années, les gens qui cultivaient, moi le premier, en simplement en désherbant, en enlevant ce qu'on appelle les mauvaises herbes, en travaillant directement sur la terre en fait, vous exposez la graine au danger extérieur, à trop de soleil, donc à pète de chaud, alors que dans l'herbe, elle est protégée par de l'ombre. S'il pleut, aux inondations, alors que dans l'herbe, ça fait éponge. S'il y a sécheresse, à la déshydratation, alors que dans l'herbe, elle peut toujours trouver une sorte d'humidité. Aussi aux attaques extérieures, aux animaux, aux oiseaux qui viennent manger les graines, aux chiens, aux chats qui viennent gratter le sol, bref, aux gens qui viennent marcher dessus. Alors que l'herbe protège ces attaques extérieures. En regardant la nature, en regardant tout simplement autour de nous, on constate qu'on a déjà les réponses de la permaculture. En fait, la permaculture, c'est juste une volonté de s'approcher le plus possible de ce qui se fait naturellement sans intervention. Vous voyez, là, il y a du paillage, il y a le humus qui se fait naturellement, il y a un peu de carbone, d'azote, il y a des trucs qui sont morts, qui vont se désintégrer, il y en a d'autres qui sont vivants, qui protègent, et ça l'a pas empêché de pousser. En fait, ce qu'on cherche à faire en permaculture, c'est reproduire un sol naturel, mais où on décide de ce qui va pousser. Par exemple, voilà, je veux pas que ça soit le hasard qui décide de telle graine ou tel arbre ou telle plante qui va pousser. J'ai envie que ce soit des carottes, des tomates, des poireaux. Donc voilà cette question de à quoi sert le paillage. Finalement, la réponse est juste à côté. Le paillage, c'est pour imiter l'herbe, tout simplement. Si vous comprenez bien ma logique, ça voudrait presque dire que finalement, je prendrais ma graine de tomate, j'aurais juste à un peu pousser l'herbe comme ça, à la foutre là. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, je ne m'en occupe plus. Notre intervention permettra seulement, on va dire, parlons chiffres, permettra seulement une sorte de meilleur rendement. Le fait que moi je vais venir entretenir, arroser, patati patata, prendre soin, on va dire que ça va me donner peut-être de plus gros fruits ou un plus grand nombre de légumes que si j'avais laissé faire la nature. Et encore, je n'en suis pas certain. Parce que je regardais justement l'autre jour un reportage sur ça de gens qui jardinent sans jardiner en fait. Tu laisses les graines et puis basta, tu reviens quelques mois plus tard chercher les fruits et légumes. Quelque chose qui serait fortement à tester. D'ailleurs, pourquoi pas en fait. Je suis en train de calculer, pourquoi pas, c'est vrai qu'on pourrait faire ça les amis, ça serait pas top. Imaginez là, je fais différents bacs où je cultive moi-même et à côté là, j'irai chercher des graines et juste, mais vraiment comme ça quoi. Comme dans la nature en fait. Une tomate, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Elle pousse et puis après elle pourrit, elle va tomber, elle se décroche et puis en séchant, en se décomposant, les graines vont être semées naturellement. Pourquoi pas essayer de reproduire ce cycle en fait tout simplement, hein. À voir. Bon. Allez, c'était pour cette réponse du paillage. Ah oui,
Je voulais dire aussi un truc par rapport aux feuilles. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, dans les vlogs précédents, je vous avais fait part de ma volonté de tester différents types de paillage. Donc là, on a de la paille avec un peu de foin. Et là, j'ai été chercher des feuilles mortes. Des feuilles mortes parce que c'est pas ce qui manque chez moi. Sauf que j'ai rencontré 2 problèmes sur ces feuilles mortes. Déjà, hein, ça vient de commencer. C'était hier et j'ai déjà des problèmes. Premier problème, c'est le vent. Beaucoup de vent en ce moment. Donc mes feuilles dégagent. Ça, il y a quelqu'un dans les commentaires, et je vous remercie de vos conseils que vous me donnez, qui m'a dit mets des branches dessus pour pas que ça s'envole. Voilà. Donc déjà, premier problème peut être réglé facilement. Mais l'autre problème auquel je n'avais pas pensé, c'est que les feuilles en fait que j'ai prises sont déjà très regardez. En fait, c'est des châtaigniers, parce que chez moi c'est une châtaigneraie en fait. Ici en automne j'ai des châtaignes, je peux faire mon propre pain de châtaigne, ma farine, mes crèmes. Moi si un jour je veux faire une entreprise, ça sera la châtaigne mon point fort. Je suis autonome en châtaigne et tous les dérivés de la châtaigne. Et donc ce que je veux dire c'est que en fait la châtaigne, sans que je la cultive, je l'ai à foison. Vous voyez là, je ramasse. Il y a des pépiniéristes qui se font chier à essayer de créer des châtaigniers en fait. Moi je l'ai à foison. Et en fait là où j'ai fait un peu ça à l'arrache hier, c'est que j'ai pris les feuilles en gros, et il y a beaucoup de graines et de bogues. Regardez, vous voyez, il y a des bogues avec la moisissure dedans et tout. Alors ça c'est génial dans une châtaigneraie, mais j'ai un doute en le mettant ici. Je me demande si ça va pas plus empêcher ce que je vais planter moi de pousser, parce que la châtaigne est prédominante, ou alors il faudrait que j'enlève à la main graine par graine et retirer toutes les bogues. Bref, j'ai pas envie de me faire chier. J'aime bien le jardinage, mais il faut pas non plus que ça me bouffe trop de temps. C'est comme tout dans la vie, il faut s'appliquer, il faut être minutieux, il faut être patient. Moi, ça me fait plaisir de faire du jardinage, mais si vous voulez, à partir du moment où ça devient chiant, mais tout, hein, pas seulement le jardin, même le bricolage, à partir du moment où ça devient chiant, c'est là où il faut pas hésiter à changer de perspective. Par exemple, moi, je produis pas chez moi de céréales, je n'ai pas de champ, je cultive pas des céréales, du maïs, du blé, du seigle, et je ne fais pas ma propre farine. Quoique je vous ai dit que je faisais quand même ma farine de châtaigne, mais je parle de la céréale plus classique, plus conventionnelle. Et ça, si vous voulez, je n'ai aucun scrupule à me dire je suis autonome, mais pour aller chercher mon huile d'olive que je produis pas moi-même et ma farine, je vais plutôt faire marcher les artisans locaux du coin, parce que c'est ça aussi la survie et l'autonomie, c'est l'entraide les uns des autres. Pour certains produits qu'on ne peut pas produire. En vrai, si j'avais le temps, je pourrais, mais c'est toujours une histoire de temps. On ne peut pas tout faire tout seul. Et si quelqu'un fait déjà ça de son côté, si quelqu'un est déjà en train de produire de l'huile ou de la farine, pourquoi me faire chier en fait à un moment donné? Et si vous voulez, c'est un peu ma conclusion avec les feuilles, c'est que je me dis, oula, pourquoi me faire chier alors que là j'ai de la paille et que j'ai un peu plus confiance en la paille. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce déclic hier soir, je me suis dit, c'est marrant, je le sens pas la feuille. Et ça, je vous renvoie à mon premier vlog où je disais que je pense que dans le jardin, il faut le sentir. Il faut que je sente, il faut que mon intention soit bonne. Et là, je me suis dit, ce bac, je le sens pas. Il y a un côté, la feuille, je suis pas convaincu, donc j'ai l'impression que quoi que je me mette dedans, ça va ressentir que je suis pas convaincu, donc ça va pas pousser. Alors que si là, je change, je ramasse les feuilles et je mets de la paille, tu vois, il y a cette bonne intention qui fait que peut-être ça prendra mieux, et j'en suis même persuadé. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retirer à la main les feuilles en fait. Je remets dans ma boîte et je vais plutôt mettre simplement de la paille. Je dois vous avouer qu'il y a aussi une part esthétique, tout simplement. L'esthétisme est très important. Faire un beau jardin, c'est se sentir bien dedans et c'est avoir de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, une meilleure récolte. Et en gros, je trouve que les petits bacs avec la paille, cette couleur dorée qui rappelle un peu l'été, le soleil, il y a quelque chose de très lumineux, il y a quelque chose où on a envie de venir au jardin. Puis il y a une bonne odeur aussi, ça sent le foin, ça sent l'herbe, et c'est très très agréable. Et si vous voulez, je trouvais que là, c'était un peu moins beau. Il y a un truc un peu esthétique où je me disais, ah c'est marrant, moins convaincu par la feuille. Donc finalement, vu que je suis parti sur des bacs assez jolis, disons-le, ils sont jolis avec ces petites barrières et tout, je préfère virer la feuille. Je dis pas que je referai pas d'autres tests avec la feuille, mais là pour le côté petit bac, paille. Je suis plus motivé par la paille. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier après-midi, parce que hier j'ai arrêté le vlog aux alentours de midi et après j'ai continué à bosser mais j'ai pas filmé. Je suis désolé s'il y a beaucoup de vent là. Donc en fait ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai été chercher ma petite planche à découpe et j'ai commencé à démonter, vous voyez, les vieilles palettes. Donc ça c'est des vieilles palettes trouvées dans des magasins qui se débarrassent, hein, je les ai pas achetées, elles sont pétées et tout ça. Donc j'ai commencé à les débiter et ici sur le côté là, on peut voir que j'ai été chercher des vieilles planches. Alors ça c'est des planches, j'ai pas seulement récupéré ça en magasin, ça c'est des planches que j'avais dans ma vieille grange là-bas, mais des trucs qui ont 50 ans, hein, je les ai toujours vus quoi, tout gamin j'ai toujours vu ces planches là traîner. Donc en fait j'ai été les chercher et j'ai coupé la partie pourrie parce qu'elles étaient, croyez-moi, elles étaient bien miteuses, bien pourries. Et en fait je me suis rendu compte que c'est des vieilles, vous voyez, c'est un vieux plancher. Il y a la petite rainure derrière, c'est des vieilles lattes, un vieux plancher, et du coup
en les emboîtant comme ça, sans vis, sans clous, sans colle, j'ai réussi à avoir, si vous voulez, regardez. Voilà, j'ai réussi à les emboîter exactement comme un vieux plancher, hein, parce que c'est pour ça qu'elles existaient à la base. Et ça me fait déjà du coffrage en fait, tout simplement. Même pas d'effort à faire dans le sens où j'ai pas de vis ou de clous à sortir, ça s'emboîte. Mais bon, dans tous les cas, avec ces palettes que je vais démonter, le bois que j'ai récupéré, il faudra bien qu'à un moment donné, il y a un coup de marteau et un coup de clou quelque part. Mais voilà, je voulais vous montrer ça, cette petite astuce avec des vieilles planches. C'est ce que j'ai fait hier. Et d'ailleurs, par la même occasion, j'ai pu tester du coup. J'ai pu tester et en tout cas mettre à rude épreuve ma scie Bushcraft. Alors ça, il me semble que je ne l'ai vraiment jamais présenté. C'est une petite scie qui se transporte facilement. Vous voyez, vous pouvez l'attacher à la ceinture, pam. Et en fait, c'est vraiment fait pour la randonnée, le bushcraft, le bivouac. Vous voyez, c'est une scie pliante. Et donc hier, j'ai pu la tester. Elle est assez grande, elle est très solide. Et surtout, dedans, il y a différentes lames de rechange. Donc avec différents, on va dire, grammages. Je crois même que là, c'est pour l'acier, celui-là. Petite lame hein, qui se change ultra facilement. Hein. Il y a juste à dévisser ici, pam, et tu changes ta lame. Et ça, moi, je l'avais pris sur ma rando Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que, rappelez-vous, j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques. Je vous mets une petite fiche là-haut qui apparaît si vous n'avez pas vu mon aventure. 40 jours dehors à faire du bivouac, à bouffer des plantes sauvages et à marcher, du coup. Et j'avais pris ça, et bien justement, le soir, quand je trouvais un camp de base, un camp de bivouac, pam, aller chercher du bois, de la découpe et pour faire des petits feux, des abris, ce genre de trucs. Donc elle est pas très lourde et elle est surtout très solide. Et vous voyez, l'intérêt c'est qu'elle se plie surtout, pas qu'elle reste ouverte dans votre sac à dos avec la sacoche et tout. Et donc hier, je m'en suis servi de ce truc-là. Je me suis dit plutôt que d'aller prendre ma grosse scie, parce que j'ai une grosse scie de bûcheron qui est géniale. Mais je me suis dit, je vais essayer de voir vraiment, tu sais, l'user à fond pour voir comment on peut s'en servir. Et là, ça a carrément été utile, quoi. J'ai découpé des planches épaisses, du chêne bien solide, bien dur. Ça a été ultra rapide, sans trop d'effort. Donc une bonne petite scie que je recommande. C'est pas un placement de produit. C'est pas un placement de produit, c'est juste moi qui vous faire part de mes petits achats. Ça, je l'avais acheté l'année dernière au premier confinement. Donc, si ça vous intéresse, une petite scie, les amis, je vais essayer, je dis bien essayer, c'est pas dit que je retrouve le truc, de vous mettre un lien en dessous qui vous amènera directement sur Amazon si vous voulez vous procurer la même scie. Très utile pour le bivouac, le bushcraft et du coup le jardinage comme vous pouvez voir. Attention, c'est un lien qui sera sûrement affilié, c'est-à-dire qu'en gros, vous ça vous coûte rien de plus, hein. C'est le lien est juste en dessous, ça vous évite de faire une recherche vous-même. Si vous l'achetez, ça soutient la chaîne. Voilà, c'est un petit lien d'affiliation volontaire. C'est pas une marque qui m'a démarché, c'est moi qui vous propose ça. Voilà, petite scie. Allez, je suis venu chercher ici cette petite bêche parce qu'il faut que je fasse des trous un peu plus importants là-bas. Les amis, je suis en PLS depuis tout à l'heure. Je galère à planter cette zone de culture. Je vous explique, les autres bacs que j'ai fabriqués, si vous voulez, il y avait les planches, mais ça, la longueur que tu mets sous terre était plus petite. Donc finalement, 3 coups de masse là-dessus, c'était enterré, fin de l'histoire. Ici, j'ai carrément des piquets très longs. Et vu que ça doit pas être le même type de sol ici qu'à côté, un peu plus riche en herbe, la terre un peu plus compacte, galère depuis tout à l'heure, c'est en train de... assez physique là, c'est physique. C'est-à-dire que, hop là, le vent, autant j'ai été ultra rapide à faire les 3, autant là, juste à planter une barrière, c'est terriblement long. Donc déjà, je vous montre un peu mes différentes méthodes. Déjà pour commencer, je fais un repérage, c'est-à-dire que je pose ma barrière, je donne quelques petits coups pour marquer le sol. Après, je bouge bien comme ça. Donc là, je vois que j'ai trois trucs et je vais chercher ce pic. Grâce à ce pic, ça va très utile hein, en jardinage pour faire des semis justement. Je viens agrandir le trou. Si vous voulez, au début, j'étais parti sur du bêchage. J'étais parti avec cette petite pioche et cette bêche à vraiment commencer à faire une tranchée, retourner la terre afin de rendre le sol meuble pour y planter les piquets. Sauf qu'en fait, j'aimais pas trop cette démarche parce que je voyais que j'étais en train de labourer justement, alors que c'est précisément mon but, c'est de ne pas retourner le sol pour pas le détruire. Et à chaque fois que je donnais un coup de bêche, j'avais comme mal au cœur parce que je voyais tous les vers que j'étais en train de niquer la vie dans le sol. Et je me suis dit non, c'est pas la bonne méthode, faut que je fasse autrement. Et donc j'en suis arrivé, voilà, à utiliser le pic qui me permet, voilà, regardez là déjà, ça rentre un peu mieux. Et vu que j'ai passé la première couche d'herbe, après, voilà, j'ai plus qu'à taper dessus. Voilà, et là ça rentre. Sauf que là les amis, je vous dis ça maintenant que j'en ai fait 5. Donc là j'ai la technique. Mais le premier c'est un scandale. En vrai, si j'étais pas flemmard, il faudrait que je reprenne le premier pour le faire. Mais non. Ah ouais, ces barrières à Moron, je pense que de toutes les barrières que j'ai, c'est celles qui vont me durer le plus longtemps dans le temps. Parce que c'est du bon bois, il est résistant aux intempéries, il est solide, hein, là je sens que
Toi, je peux donner un énorme coup de masse là-dessus, ça l'abîme pas. Que là-bas, les autres barrières, à peine je faisais ça, j'étais déjà en train de péter le bois de cagette. Là, c'est quasiment de la mini poutre. On est sur de la bonne rambarde qui va me durer dans le temps. Mais par contre, putain, tu l'as... Et j'étais en train de me poser une question, c'est que vu que le terrain ici est légèrement en pente, j'avais presque envie de tenter, les amis, un châssis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les châssis, c'est comme des mini-serres. Donc poser en fait des vitres ici pour réchauffer le sol et justement pour faire les semis un peu plus facilement. Je sais pas, je me posais la question, à voir. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui, j'ai dit il faut que je fasse ça. Et au final, je crois qu'il y a la moitié de ma journée qui est passée rien que là, quoi. Ça réchauffe, hein. Là, j'ai chaud, les amis. Allez, barrière suivante. Je repensais à un proverbe là qui dit une phrase du style donne un poisson à quelqu'un, il aura à manger pour une journée, apprends-lui à pêcher, il aura à manger pour toute la vie. Et en fait, il est vrai qu'il y a une notion de transfert de la connaissance et du savoir, partage, qui finalement est une manière de sauver un peu l'humanité. Si toutes les personnes s'intéressaient 5 minutes à comment planter une carotte, même les gens qui de prime abord ne sont pas intéressés par la campagne ou le jardinage, qui sont très consommateurs, qui préfèrent les technologies, les objets numériques, qui sont dans leur délire un peu informatique. Je veux dire, tu vas pas demander à un mec qui a grandi en ville et qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo à devenir jardinier. Mais en soi, s'il s'y intéressait, si on l'amenait à s'intéresser à ça, il y aurait tout un raisonnement, on lui sauverait d'une certaine manière la vie. Pour la suite des aventures, il saurait au moins comment ça fonctionne et il aurait au moins ce savoir acquis en lui qui lui permettrait de se nourrir. Parce que finalement, ce que moi j'appelle un peu le survivalisme, mais ce que la majeure partie des gens appellent le survivalisme actuellement, hein, c'est ni plus ni moins que réapprendre les gestes simples de l'époque de nos arrière-grands-parents, quoi, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de nos ancêtres. C'est réapprendre les choses, le travail et le labeur d'une certaine époque, proche de la nature, alors que malheureusement on s'est détaché de ça, on a été dans les villes, on s'est coupé de la nature. Ce qu'on peut appeler maintenant le survivalisme ou l'autonomie ou l'indépendance, l'autosuffisance, c'est simplement une volonté de se reconnecter et de retrouver un savoir qui malheureusement a été perdu parce qu'on a été attiré par des artifices, des choses qui clignotent, qui font du bruit, le côté star system, le cinéma, les jeux vidéo, les boîtes de nuit, la musique. On a été attiré, si vous voulez, par une promesse d'économie, d'argent. La société et la mondialisation, la capitalisation du monde a réussi à faire croire en chacun de nous que pour réussir ta vie, il fallait être riche. Et si tu voulais être riche, il faut de l'argent. Et si tu veux de l'argent, il faut que tu ailles en ville travailler. Tu ne peux pas travailler à la campagne. À la campagne, c'est simple, soit tu es agriculteur, soit tu dois monter en ville. Tu n'as pas d'autre alternative. Or, c'est faux. C'est un schéma de pensée faux. Cet éveil-là, c'est ce que maintenant les gens appellent survivalistes ou les néo-ruraux. C'est cette volonté de quitter les villes et de reprendre un lopin de terre pour se reconnecter à la nature. Mais en fait, c'est parce que ce boulot-là a toujours existé. On a toujours pu travailler à la campagne. En réalité, à partir du moment où tu as un tout petit terrain et que tu plantes tes aliments, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Le fait d'aller chercher un travail pour avoir un salaire, de l'argent et faire marcher un système, c'est parce que tu vis en ville et que tu n'as pas de quoi produire ta propre nourriture. Je vais développer. Je vais mettre la caméra ici en espérant qu'elle soit protégée du vent parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Désolé pour ce cadrage un peu hasardeux. En réalité, si on réfléchit bien, dans le monde, dans la vie, il y a 2 moyens de survivre. Soit tu fais les choses toi-même, soit quelqu'un d'autre les fait pour toi. Soit par exemple tu fabriques ta maison, soit tu embauches des artisans pour la fabriquer. Soit tu fais ton jardin, soit tu vas acheter tes légumes. Soit tu fais ton pain, soit tu vas acheter ton pain. Et en fait, on est dans un monde où on relaie constamment les choses soit à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on ne fait pas nos légumes, on va les acheter à Intermarché. Et on ne fait pas notre maison, on va laisser une entreprise le faire à notre place. Mais maintenant, on va vers quelque chose de plus en plus numérique où il y a certains postes, certains travails, en usine par exemple, où là on ne demande même pas à quelqu'un d'autre de le faire, c'est carrément une machine, un robot qui le fait à notre place. On relègue constamment le travail. Mais en fait, si on réfléchit bien, le survivalisme, l'autonomie ou l'autosuffisance, c'est simplement ce chemin où on décide de faire les choses soi-même. Quand vous faites les choses vous-même, vous n'avez plus besoin d'argent, pas du tout d'argent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est totalement autonome, qui produit tout, sa viande, son fromage, son pain, ses légumes. Il a besoin de quoi au final? Rien, il a besoin de rien acheter. Alors que celui qui va, le deuxième type de personne qui va relayer ça à quelqu'un d'autre, tu vas devoir acheter ton pain, ton fromage,
tes légumes. Et forcément, si tu relais à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il va falloir le payer. C'est là où se crée ensuite une économie qui a besoin d'argent et que les gens vont devoir travailler pour se payer quelque chose qui au final qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. La société et le monde a réussi à nous faire croire qu'on n'était pas capable de faire les choses nous-mêmes afin de devoir faire marcher une économie. Donc certes, il peut y avoir un côté agréable de laisser finalement faire les gens le sale boulot parce que c'est compliqué, il faut se baisser, ça demande un effort et c'est chiant. Mais non, parce que à côté de ça, tu vas pas travailler dans un boulot de merde, t'es pas payé des cacahuètes, t'es pas obligé de te taper des collègues à la con. Si vous voulez, les avantages sont beaucoup plus nombreux quand tu fais les choses toi-même. Tu apprends, tu prends le soleil, ça te fait de la force, t'es en contact avec tes voisins qui viennent t'aider, paysans du village, avec le boulanger, le charcutier, vous voyez ce que je veux dire? Ça crée une autre communauté, une communauté d'entraide où il n'est pas question d'argent. À la rigueur, il est question au pire ou au mieux, il est question de troc ou d'échange. Le boulanger va te donner son pain, toi tu vas lui donner des légumes. Mais il n'y a plus d'histoire d'économie. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus obligé d'aller en ville pour trouver du travail et tu n'es pas déconnecté de la nature et finalement tu ne deviens pas dépressif. Parce que pas plus tard que tout à l'heure, je regardais YouTube, ça me dépite Internet en fait. Je regardais un jeune YouTuber qui s'appelle Michou, bon... Ça reflète toute la stupidité de la jeunesse. Bref, je pourrais en parler des heures à quel point c'est du contenu pour abrutis et idiots finis. Je sais pas ce que font les parents, vraiment, ils auraient vraiment dû mettre des capotes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la jeunesse est idiote, elle est bête. Ils font que de dire wesh, les 2 minutes, ça ne s'intéresse à rien à part qu'à leur ego trip. Et je voyais ce Michou, il était en train de filmer sa vie dans un chalet. Il a loué un chalet en pleine montagne, au ski ou je sais pas où. Et le chalet est magnifique, c'est un chalet en bois. Les décors sont magnifiques, ça doit être dans les Alpes, il y a des montagnes enneigées et tout. Et en fait, lui, il s'extasie uniquement sur « Ouais les gars, c'est trop fou dans le chalet, il y a un cinéma, on va pouvoir regarder le foot. » Et ils font un FIFA sur un écran géant dans un chalet en pleine montagne. Et toutes les 2 minutes, il s'extasie sur les choses matérielles. « Ouais, regardez, il y a une salle de muscu. Ouais, regardez, il y a un sauna. Ouais. » Tout est très matériel. Et cette vidéo me fait mal au cœur parce que tu dis « Putain, mais la jeunesse, elle est perdue. Ils s'en rendent même pas compte. Hein. Là, si ces jeunes m'entendent, ils doivent me dire oh putain, le vieux ringard qui a à peine 30 ans et qui résonne comme un vieux. Mais je préfère raisonner comme un vieux que idolâtrer du vent et du vide. En fait, les gens actuellement ne sont plus croyants ni religieux parce que la religion a été remplacée par le matérialisme. Les gens sont là à idolâtrer des machines, des ordis, des téléphones, le dernier iPhone, des likes sur Instagram. Comme je regardais un autre youtubeur là qui s'appelle Atom. Atom, c'est un youtubeur qui parle de cinéma. À la base, on se suivait mutuellement parce que moi, avant de faire Bunker Sauvage, je faisais quelques courts-métrages, je faisais des petits tutos cinéma et du coup, bon, il me suivait, je le suivais vite fait. Et si vous voulez, moi, tout en faisant du cinéma, ça m'empêche pas d'avoir un pied dans la nature et d'essayer de vous partager un peu ma passion pour l'extérieur, le sauvage. Et lui, je voyais sa dernière vidéo, en fait, il présente son setup de rêve et en fait, c'est affligeant, quoi. C'est un étalage de marque, de technologie et il en a les larmes aux yeux. Je veux dire, quand il est en train de présenter son clavier d'ordinateur, il a la petite veine sur le front qui est prête à péter, il en peut plus, il bande le mec. Il est là genre j'ai le dernier clavier Logitech, c'est génial, quand tu cliques ça fait de lumière, ça clignote, c'est trop beau. Merci Logitech. Il en est au stade où il remercie les marques. Genre merci d'exister, merci Apple, oh, vous avez fait un produit bellissimo. T'es là mais c'est quoi ces jeunes, et le pire c'est que lui il est même pas jeune donc il n'y a pas à pardonner quoi. C'est quoi ces gogoles qui sont dans l'idolation de la technologie. Du coup de voir ce jeune s'extasier devant des ordinateurs et des câbles et en plus sur des détails vraiment nuls à chier. Genre alors là j'ai mis une petite poutre en plastique, comme ça tous les câbles passent derrière, c'est propre, c'est rangé. Tu sens leur esprit monomaniaque. Des gens, en fait c'est des fous. Ils vivent dans des appartements à murs blancs avec des stores électriques. Ils sont vraiment en train de devenir fous. Ils n'ont rien d'autre, ils ne croient tellement plus rien, je vous parle même pas de religion, mais ils ont tellement aucun pied dans la spiritualité ou aucune connexion avec la nature qu'ils sont en train d'aimer et de s'abaisser, de se mettre à genoux devant du plastique inerte et sans âme. Et ils vont se moquer, ces mêmes jeunes, vont se moquer des barbus comme moi, qui vont dire merci à une fleur, merci à une fraise, merci à un légume. Ils se moquent des gens qui remercient le vivant, alors que eux sont en larmes devant des jeux vidéo fictifs, des bouts de plastique. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, la jeunesse, mais waouh, ça craint. Et je sais pas ce que foutent les parents. Soit les parents, c'est vraiment des ignares, c'est même pas soit, c'est même sûr que c'est des ignares, sinon ils feraient pas 10 000 gamins. Je veux dire, quand les gens sont intelligents, ils font pas beaucoup de gamins, ils en font peut-être 1, allez 2, mais ils en font pas 12. Donc déjà, première chose, quand en fait, essayez de les élever, donc soit ils sont bêtes, soit ils sont eux-mêmes comme ça. Soit les parents sont eux-mêmes très matérialistes et dans ce schéma du portail électrique, du store automatique, de la piscine chauffée. Et je sais que dans mes vidéos, on pourrait me reprocher des fois d'être un peu amer ou acerbe ou d'être un peu violent, d'avoir une sorte de tu sais, je fais un peu de la provoque, j'en ai conscience. Hein. Mais les gars, c'est parce qu'à un moment donné, l'heure n'est plus à la rigolade. J'ai pas envie de rire en fait. J'ai pas envie d'être gentil et d'endormir les gens, genre ah salut tout le monde, salut les amis, tout va bien, regardez. Non, moi ok, je vais être proche de la nature, mais j'ai envie d'éveiller les consciences. Et à un moment donné, je pense que pour éveiller les esprits, faut rentrer dans l'art.
les éternels gentils ne font pas avancer les choses. Oui, ils sont gentils, mais des fois, il faut des preneurs de décision, il faut des meneurs, il faut des dirigeants pour diriger les masses. Parce que être gentil et être tiède, c'est bien, mais ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. À un moment donné, il faut quand même quelqu'un qui prenne les choses en main, tu vois. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et moi, désolé si des fois je peux passer un peu pour un connard méprisant, j'en ai conscience, hein. Qu'aime personne, détrompez-vous au contraire. Détrompez-vous. Je suis un misanthrope, mais le misanthrope, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui déteste les autres. Ah non, non, non. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui les aime tellement qu'il veut les élever. Sauf qu'en fait, des fois, quand il voit que les gens ne s'élèvent pas eux-mêmes, ça nous met, vu qu'on a une attente, ça nous déçoit. Et c'est cette déception qui nous énerve et nous irrite. Ça, j'ai toujours dit dans les écoles. Voyez nos parents ou nos grands-parents comment ils avaient une éducation et un respect des autres, une politesse, une manière de parler, que maintenant les jeunes dans les cours, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se fait écraser par la jeunesse. C'est les enfants rois. Si c'était des enfants rois intelligents, je dis pas. Mais là, en ce moment, du moins dans les villes, c'est des enfants rois débiles qui viennent de n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, tout est mélangé, c'est un boulga pas possible, c'est dégueulasse en ce moment. Mais des fois quand tu vois certains jeunes qui mettent des likes sur des vidéos de gogoles qui mangent des tacos, bref, tout ça pour revenir à ce que je disais, soit on fait les choses soi-même, soit on les fait faire par quelqu'un d'autre, mais si on prend ce chemin de faire les choses par quelqu'un d'autre, ça implique se couper de la nature, aller en ville, trouver un boulot pour finalement s'acheter ce qu'on aurait pu faire soi-même. Les bienfaits, l'apport bénéfique est beaucoup plus grand lorsque tu fais les choses toi-même que lorsque quelqu'un d'autre les fait à ta place. Là, je voulais vous parler d'un truc beaucoup plus léger. Parce que c'est vrai que dans ces vlogs jardin, je vous parle beaucoup, je disserte beaucoup. Et des fois, je parle pas que de jardin. Là, par exemple, je viens de vous parler de la jeunesse qui se barre en couille. Aucun rapport avec le jardinage. Mais tout est lié, tout est lié. Je voulais vous parler de la technique du boudin. Qu'est-ce que c'est cette technique du boudin? C'est pour savoir si vous avez une bonne terre ou pas. Ça se trouve, chez vous, vous avez une bonne terre. Alors comment savoir si vous avez une bonne terre? C'est avec la technique du boudin qu'on vérifie ça. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, la terre est composée d'argile, de sable, de limon et d'humus. À différents pourcentages, à différents degrés. Ces choses-là, c'est ce qui compose ce qu'on appelle la terre. Le principe de savoir si vous avez une bonne terre, une terre franche, c'est de savoir si vous n'avez pas trop d'argile, pas trop de sable, pas trop d'humus. Tout ça réparti en bonne quantité afin d'avoir une bonne terre. Alors, le test du boudin, c'est tout simple. Vous prenez dans votre main la terre et vous en faites, comme son nom l'indique, un boudin. Voilà, et regardez, là, j'ai mon boudin, ma petite crotte bien fraîche. Ça se voit à la texture, à l'odeur, ça sent bon. Je sais que j'ai une bonne terre ici. Le limon, l'humus, l'argile, le sable sont bien répartis. Maintenant, ici, prenons par exemple celle-là. Celle-là, déjà, vous voyez, on voit qu'elle est un peu plus sableuse, justement. Donc ça se voit, il y a des petits graviers, il y a des cailloux. Alors, si cette fois, je fais mon boudin, vous voyez, il est beaucoup plus... Voilà, il se tient moins. Il est beaucoup plus friable. Donc ça, c'est révélateur d'une terre un peu trop sableuse. Et encore, pour être franc avec vous, là, l'exemple que je suis en train de vous montrer, ça va aller. Celle-là reste une terre quand même très très exploitable. Je pense que par exemple, vous voyez, on pourrait très bien mélanger un peu les deux. Voilà, là, regardez, là je pense qu'on aurait quelque chose de parfait. Et maintenant, une terre argileuse. Donc ça, c'est surtout dans les zones, on va dire, humides, hein. La terre argileuse, alors bon... Est-ce que j'ai vraiment une terre argileuse ici? Moi, je suis pas sûr. Mais ça serait quelque chose... moi, je suis pas dans une région avec beaucoup d'argile. Donc là, pour l'exemple, voilà. Mais bon, vous voyez l'idée. Là, évidemment que mon boudin, j'arrive à le faire. Mais c'est l'inverse. Beaucoup trop compact. La terre, si vous voulez, n'est pas manque d'aération. Hein, parce que c'est ce que le sable... C'est la fonction du sable, finalement, de drainer. Révèle que cette terre-là serait trop argileuse. Et du coup, dans un sol argileux, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà. Après je m'essuie les mains. Oui, parce que quand même ça pue la merde. Et oui, parce que pour rappel, ça c'est une fosse septique, hein, les amis. Là je suis en train de jouer avec mon caca. Hein. J'ai bien avancé aujourd'hui, voici mes 4 zones de culture. Ça demande du temps, mine de rien, à faire ces petites choses. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, là pour l'instant, vous avez eu un vlog par jour sur le jardin. Je le répète, c'est pas prévu un vlog par jour. Je fais juste un vlog quand j'ai le temps,
mais ça se trouve des fois pendant une semaine vous allez plus avoir de vlog. Voilà, c'est un vlog de temps en temps, mais bon, il s'avère qu'en ce moment ça fait depuis 4 jours que vous avez un vlog tous les jours. Donc là je vais aller monter les images que j'ai tournées aujourd'hui. Puis là j'ai le dos pété parce qu'à force de porter la brouette, c'est physique hein, ça réveille. Je me suis levé de bonne heure ce matin parce que j'ai été rencontrer un boulanger. Il y a un nouveau fournil pas loin de chez moi et j'avais envie de rencontrer un peu le boulanger, l'artisan, voir sa technique de comment il fait son pain, son levain. On a pas mal échangé parce que moi je fais mon propre pain, vous le savez. Et du coup voilà, je voulais voir un peu, parler avec lui, où est-ce qu'il se fournissait en farine, ce genre de truc. Donc ce matin je me suis levé de bonne heure pour aller voir le boulanger et très très bon feeling. Je pense qu'on va faire une collaboration ensemble dans le sens où je vais lui acheter du pain. Voilà la collaboration. Et non, je voulais terminer ce vlog sur ces images là. Voilà, vous montrer. Alors ici on est justement à mon puits, que j'arrête pas de vous parler. C'est-à-dire que là c'est une trappe, je soulève, j'ai mon eau. Là ici c'est la pompe qui ramène l'eau chez moi au bunker. Et donc voilà, je vous parlais de l'étang. L'étang qui est ici avec une vie, hein. Il y a des grenouilles, il y a des petits poissons, des tritons, les salamandres. Voilà, donc avec une petite rivière, ruisseau du moins. Et je voulais simplement terminer sur ces narcisses, ces jonquilles qui sont orientées vers le soleil, mais qui surtout c'est que c'est les premières chez moi tout simplement. Dans tout le terrain, c'est ici qu'elles sont sorties les premières et qu'elles sont déjà bien avancées. Moi c'est une de mes fleurs préférées, la jonquille. Ça me met en joie. C'est même un repère en fait. À chaque année quand je vois la jonquille, je sais que c'est le moment il y a la montée de sève dans les arbres, la chaleur de la terre se réchauffe et c'est le moment où je me mets au jardin et j'ai une envie naturelle de me connecter avec cette nature. Voilà, je voulais simplement terminer le vlog là-dessus. Je pense qu'il sera plus long que d'habitude ce vlog. Désolé s'il y a eu beaucoup de vent, c'est pas ma faute. J'ai pas un micro, enfin j'ai un micro et j'ai un truc anti-vent, mais c'est pas le but de ces vlogs. Le but de ces vlogs, c'est que je sorte la caméra, pam, en 2 secondes ça filme. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit oui, tu devrais acheter un stabilisateur et tout ça. Écoutez, je viens d'un milieu audiovisuel. J'ai une seconde chaîne YouTube sur laquelle je réalise des courts-métrages. Je vous la mets quelque part en haut et un lien dans la description. Cette chaîne s'appelle Céleste Grande. Je viens d'un milieu de cinéma, j'ai bossé pour la télévision, enfin, je connais le matériel audiovisuel. C'est gentil de vouloir me conseiller. Mais si vous voulez, si là je choisis de filmer à l'arrache, c'est totalement volontaire et conscient. C'est parce que j'aime bien le côté minimaliste. En fait, je deviens de plus en plus minimaliste. J'en ai un peu marre de baigner dans le matérialisme, d'avoir des caméras, des micros, des conneries. Et si vous voulez, le smartphone, bon, même si ça reste un objet technologique et qui pollue pour sa fabrication, je maintiens que ça reste un objet couteau suisse multifonction, très pratique et c'est ce que j'apprécie. Et le truc tu l'as dans la poche. Quand tu jardines, moi je peux écouter un peu de radio, j'écoute 2-3 émissions sur la permaculture. Je le sors, pam, je filme, je prends des photos. C'est très pratique, je peux même monter directement les images et même les mettre en ligne immédiatement. Enfin bref, le téléphone portable, très pratique et j'ai pas envie de commencer à m'ennuyer avec un micro, une bonnette pour le vent, un stabilisateur et tout. Écoutez, si ça vous fait la gerbe, parce que c'est ça en fait, le truc qu'on m'a dit c'est tu bouges trop, ça file la gerbe. Écoutez, j'en ai conscience, je suis désolé, surtout que mon téléphone, moi, c'est pas la meilleure qualité d'image. Elle est acceptable, mais il y a plus beau en image. Donc j'ai conscience de tout ça. J'essaye de faire des efforts, hein. J'essaye que quand je parle d'éviter de faire trop ça. Mais voilà, désolé si vous trouvez des fois que c'est un peu filmé à l'arrache. Mais moi ça me plaît ce côté un peu spontané, artisan, artisanat, tu vois, et ce côté vivant tout simplement. Les trucs où c'est comme ça, c'est bon, on n'est pas là pour faire du piston hydraulique. Ici on travaille la terre, ça transpire, c'est les mains dans la boue, ça pue la merde et ça tremble. Voilà, ici on est les vrais. Tout ça pour dire, désolé si le son était pas terrible et si des fois l'image tremble, j'en ai conscience. J'essaye de m'appliquer un maximum, mais j'ai pas non plus envie de me faire chier. Voilà, c'était Céleste Grande, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Vous remarquerez les amis que quasiment à chaque vidéo je cite 1 ou 2 commentaires sur lesquels je rebondis. Alors beaucoup de gens peuvent me dire ouais Céleste tu te soucies trop de ce qu'on pense et tout. Non, c'est juste que je lis les commentaires, c'est la preuve que je vous lis, que votre avis m'intéresse et je ne ferai pas des vidéos sur YouTube si j'avais pas envie d'avoir votre retour aussi. Donc je pense que c'est un truc que je vais continuer de faire, c'est parce que j'aime bien en fait. Puis des fois ça m'inspire des questions, des réflexions. C'est-à-dire le fait que vous réagissiez ou que vous posez une question, moi va m'inspirer la vidéo du lendemain, un sujet à travailler ou un truc à détailler. Donc je vous invite à commenter tout simplement parce que peut-être que je sélectionnerai votre commentaire. Alors je cite rarement les pseudos des gens parce que j'ai pas envie après que les gens aillent l'harceler si par exemple c'est un commentaire que je détruis ou ce genre de truc. Donc ça reste anonyme mais c'est une manière de vous montrer que l'interactivité est réelle. Je lis les commentaires. Allez, j'arrête pour de bon cette fois. Ciao.